Bonsoir, Chérif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec le directeur des services fiscaux régionaux, nous plongeons ce soir dans l'affaire Panama Papers. Mambo Idiao, bonsoir. Oui, bonsoir Mamadou. Le monde est éclaboussé par des révélations journalistiques faisant état de sociétés offshore créées à une échelle industrielle par de grosses fortunes du monde politique et de la finance à travers la planète. Des présidents, des rois, des chefs de gouvernement, des hommes d'affaires, des stars du football et du sport tout court sont éclaboussés par le scandale. Peut-on considérer cette pratique comme un crime fiscal? Je pense que dans cette affaire-là, d'ailleurs, il y a deux notions que les gens confondent souvent. C'est la notion d'évasion fiscale et la notion de fraude fiscale qui se rejoignent. Parce que la fraude fiscale étant une infraction qui est une soustraction illégale au paiement de l'impôt, à la déclaration et au paiement de l'impôt, l'évasion fiscale étant des procédés un peu plus fins, je veux dire, qui même appellent parfois à de l'analyse financière pour pouvoir faire des montages dans le cadre de l'évitement de l'impôt et qui profitent soit d'un cadre juridique d'un pays ou du cadre juridique mondial pour pouvoir, en fait, nonobstant le fait qu'on puisse mener des activités dans un pays donné, pouvoir domicilier l'essentiel de ses revenus ou de son chiffre d'affaires dans un autre pays. C'est un crime fiscal, économique? En réalité, en fait, aujourd'hui, c'est du point de vue de l'opportunité ou de la légitimité, on va parler justement de manque à gagner au niveau des trésors publics des pays concernés. Mais puisque l'évasion fiscale fait plus appel à un évitement de l'impôt basé sur les failles du système, il est plutôt condamnable du point de vue moral. Maintenant, c'est différent selon qu'on se place dans les pays occidentaux ou dans les nôtres. On ne va pas en prison pour ça? On ne peut pas aller en prison pour des cas comme ça, sauf maintenant si la personne ne peut pas justifier, par exemple, d'une activité économique avérée. Parce que dans cette affaire-là, il faut savoir distinguer les personnes qui n'exercent pas d'activité commerciale ou professionnelle connue et qui se sont enrichies du fait de leur rapport avec le pouvoir, et des personnes qui mènent des activités professionnelles, mais qui ont pu engranger un revenu dans un autre pays ou même dans le nôtre et qui ont pu, par des procédés, faire des déclarations ou en tout cas domicilier leur activité dans des pays dits paradis fiscaux. Et c'est là qu'il y a cette différence qui est un peu ténue, c'est vrai, mais qui est importante pour qu'on puisse relever que dans des cas comme ça, la prudence de la démarche en fait, est de mise. Pourquoi? Parce qu'il est possible que parmi les personnes citées, il y ait des opérateurs économiques qui ont leur domicile fiscal, en tout cas pour le cadre des activités qui ont généré ces revenus, dans d'autres pays. Donc d'autres aussi, par contre, il peut s'agir d'informations brutes, mais pour lesquelles il faudrait peut-être un peu plus d'investigation pour savoir de quoi il en retourne. Justement, dans quelle mesure l'évasion fiscale peut être considérée comme une fraude fiscale? Dans la mesure où déjà l'activité elle-même n'est pas déclarée ni dans le pays de domiciliation fiscale ni dans aucun autre pays. En réalité, parfois, et d'ailleurs c'est les pratiques les plus courantes, vous savez, quand la réflexion a été menée au sein de l'espace de l'Union européenne, l'OCDE a sorti deux grandes mesures phares. C'est les deux grosses contraintes qu'ils ont notées à leur niveau pour que justement on puisse éviter l'évasion fiscale. C'est le fait que les multinationales, parce qu'en réalité l'évasion fiscale est le propre des multinationales, des grandes entreprises mondiales et des grandes fortunes mondiales. Et ils avaient, entre autres mesures, souligné l'urgence de pouvoir mettre, en fait, dans le cadre de la comptabilité des multinationales, de mettre en exergue pour chaque pays, là où les multinationales font le plus de chiffres, pour pouvoir identifier une quote-part d'impôt payable. L'autre aspect qui va être très contraignant dans le cadre de la recherche de la vérité, c'est la coopération entre pays. En réalité, vous avez vu déjà la France et la réaction du Panama par rapport à cette question. Dès l'instant que la France a voulu réinscrire le Panama sur la liste rouge, vous avez vu que le Panama a pris des mesures de répression diplomatique et qui certainement vont avoir une incidence. Quels sont les moyens dont nous disposons, nous, Sénégalais? Les moyens dont nous disposons, ce sont aujourd'hui les moyens dont disposent tous les citoyens du monde. C'est-à-dire, comme ça s'est passé pour la France, où c'est des journalistes d'investigation qui ont donné les informations et la France a eu à être au courant au même titre que nous, autant il faudrait profiter peut-être de la chance que nous avons maintenant avec cette nouvelle race de journalistes qui sont des journalistes d'investigation. Oui, je veux parler du niveau étatique, Benna, oui. Du point de vue étatique, nos administrations, c'est-à-dire les administrations fiscales de nos pays et douanières, ont les outils de travail maintenant pour pouvoir se saisir de l'information et utiliser la coopération internationale pour vérifier l'information. Parce qu'en général, aussi, il faut éviter que ce soit juste une bulle médiatique qui, après, ne retourne, en fait, où il n'y a rien derrière. Donc, le plus important, c'est que nous avons les outils de travail pour pouvoir, après, faire le travail de contrôle, mais que ce qui est le plus indispensable, c'est qu'il y ait une coopération franche entre les différents pays, surtout les pays dits
paradis fiscaux. C'est entre eux et les pays de destination de ces fonds-là que le travail se fera. L'administration fiscale sénégalaise va réagir dans le sens de saisir les autorités panaméennes? Oui, certainement. Je pense que la direction générale communiquera par rapport à cette question-là. Ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène est là. Et la fraude telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est comme les nouveaux types de délinquance. En réalité, les délinquants sont toujours en avance sur les États qui ont des architectures beaucoup plus lourdes. Et il faut toujours s'adapter. Donc c'est un phénomène nouveau qui est là et qui a éclaboussé de grandes fortunes mondiales, des célébrités au niveau mondial, qui éclabousse aussi certains de nos compatriotes. Justement, on parle de quelques compatriotes. Le nom de Pape Mamadou Pouye a été cité, Pierre Goudiaby Atepa, Aliou Sow. Vos services sont-ils en mesure de confirmer que ces compatriotes sont coupables d'évasion fiscale? Pour le moment, ce qui est comme information, c'est l'information détenue par tout le monde qui vient du scandale de Panama Papers. Ouais. C'est-à-dire que les révélations du consortium, voilà, des journalistes d'investigation. Le travail d'investigation, oui, il est beaucoup plus prudent. Parce qu'en réalité, ces personnes que vous avez citées, si on les distingue, c'est-à-dire que comme dans les autres pays africains, vous verrez que certains ont été pris parce que simplement ils avaient un rapport avec le pouvoir en place, soit qu'ils étaient gestionnaires dans le pouvoir qui était en place ou fils ou amis, et à côté il y a aussi des opérateurs économiques qui peuvent, de par leur dimension, avoir des activités domiciliées dans d'autres pays. Et on ne peut pas pour le moment présumer que ces personnes-là ont fraudé de ce côté-là parce qu'il pourrait y avoir des cas où ces personnes ont pu réaliser leur activité ailleurs. Toujours est-il que, en fait, notre administration, notre législation fiscale promet ce qu'on appelle la procédure contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des informations comme ça sont détenues et que la véracité est là, il reviendra à l'usager du service public, c'est-à-dire le contribuable qui est soupçonné d'évasion fiscale ou de fraude, de pouvoir porter à notre attention des informations par rapport aux déclarations éventuelles et aux paiements d'impôts qui ont pu être faits, si ça a été fait dans d'autres pays ou dans le nôtre. S'agissant de Pape Mamadou Pouye, dont un des avocats a réagi d'ailleurs pour même annoncer éventuellement une plainte, il a été poursuivi au même titre que M. Karim Wade dans le cadre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'Australo-Roumain Franck Timis, qui a en affaire avec M. Aliou Sall, est également cité dans cette affaire Panama Papers. On a entendu l'ancien Premier ministre Aminata Touré dire que l'agent judiciaire de l'État du Sénégal doit aller chercher l'argent à Panama. C'est la preuve que l'affaire Karim Wade est un cas avéré d'enrichissement illicite. Je pense aussi qu'en ce qui concerne le dossier Karim Wade, il est frappé de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Donc aujourd'hui, ce que l'État est en train de mettre en place, c'est des moyens de recouvrement de la dette publique conséquente à la condamnation de Karim Wade et de ses co-accusés. Ce qui est le plus important, c'est que dans le recouvrement justement du principal et des amendes qui ont été fixées dans le cadre du jugement rendu par la CREI, aujourd'hui partout où on trouvera de l'argent appartenant à ce groupe-là, l'État est fondé à... Il y a un lien vraiment, selon vous, entre cette histoire de Panama Papers et l'affaire Karim Wade? Oui, parce que je pense que dans le tout début du développement de cette affaire-là aussi, beaucoup de personnes avaient supputé sur les relations entre Dubai Port World et ce groupe-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des bribes d'informations supplémentaires qui viennent renforcer en fait l'opinion que l'État avait sur le rapport entre eux et les deniers de l'État. Il faut aller chercher l'argent? Oui, naturellement. Où le prendre? Comment vous pouvez y arriver? Non, la coopération internationale... D'autant plus que pour l'instant, comme vous l'avez dit, c'est des informations brutes qui restent à être confirmées, non? Oui, maintenant, aujourd'hui que l'information est là, la coopération entre nos pays, parce que vous savez que nos pays ont beaucoup de relations basées sur des rapports clairement établis dans le cadre des conventions signées, si le cadre est là, parce que c'est comme en matière d'extradition, il y a des pays qui ont signé des conventions avec le Sénégal, il y en a qui ne l'ont pas fait. Maintenant, si le cadre juridique permet d'aller recueillir cet argent, le Sénégal va être fondé à le faire. De notre côté, puisque c'est une exécution forcée, les cours et tribunaux ont des moyens légaux de pouvoir rapatrier cet argent au bénéfice du Sénégal. Dans un entretien accordé à RFM et repris largement d'ailleurs par la presse du jour, vous soutenez que notre administration a les moyens juridiques et matériels d'appréhender les sommes mises en cause. Quel est le montant du préjudice qu'aurait subi l'État du Sénégal? Aujourd'hui, vous savez, vous êtes en train de parler d'un phénomène qui vient d'être connu. En réalité, pour mesurer en fait les vrais enjeux de cette situation, c'est que vous citez le Panama qui est un pays parmi 90 autres catalogués paradis fiscaux.
et vous étiez une entreprise dans ce pays. Donc ça veut dire peut-être que la collecte d'informations telle qu'elle a commencé, si elle était menée à grande échelle, aurait pu nous rapporter beaucoup en termes de recettes et en termes de revenus pour le Sénégal. Vous imaginez que, par exemple, les évaluations qui avaient été faites dans le cadre de l'Union européenne disent que c'est à peu près 3% du PIB de l'Union européenne. Rapporté au Sénégal, ça aurait fait 300 000 $. Vous voyez, pour une seule année. Donc c'est un enjeu fondamental, mais ça nécessite, parce que là, je pense que le cumul des sommes dont il est question ne fait pas 50 milliards. Mais peut-être que les investigations menées au niveau des autres institutions de Panama et du Guatemala ou de la Suisse, par exemple, nous permettent d'avoir des informations supplémentaires sur l'ensemble des citoyens sénégalais devant être imposés ici, et qui pourront être imposés de façon juste. En même temps, ça nous permettra aussi de connaître le rapport entre certains Sénégalais et l'argent public. Dans un tel cas, d'ailleurs, les procédures, outre fiscales et douanières, doivent être juridiques. On a l'impression que les affaires de ce genre se suivent sans qu'il n'y ait véritablement de suite, que sont devenues justement les révélations du même consortium de journalistes d'investigation dans l'affaire des comptes ouverts à la banque suisse ACSBC. C'est ce que je dis. En réalité, vous savez, oui. En réalité, il y a ce qu'on appelle la procédure contradictoire. Ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas présumer de la culpabilité de quelqu'un, du point de vue juridique comme du point de vue fiscal. Les informations doivent parvenir, elles doivent être d'abord vérifiées par nos administrations. Nous, à notre niveau, il y a un système d'organisation qui permet à une direction, qui est appelée la direction du contrôle fiscal et du renseignement, de pouvoir d'abord s'atteler à la véracité de l'information. C'est à partir de là que les usagers concernés doivent pouvoir fournir des preuves dans le cadre d'une procédure contradictoire. Et ces procédures, si elles arrivent à terme, au moins le Trésor public commence à recouvrer. Donc en réalité, il peut s'agir de cas où, le plus souvent d'ailleurs c'est comme ça, où le cadre juridique est respecté, parce que c'est ce que je disais, l'évasion fiscale appelle un peu à de l'intelligence financière, qui fait que les montages financiers qui sont faits peuvent permettre le plus légalement du monde à se soustraire de l'impôt. Aujourd'hui, c'est plus l'aspect moral même qui va être réprimé, surtout dans les démocraties avancées, oui. que l'aspect fiscal. Oui. On a vu le Premier ministre islandais contraint finalement à la démission, mais est-ce que vous avez lâché prise concernant cette histoire de compte ouvert en Suisse au niveau de HSBC? En aucune façon. Mais vous êtes dessus, sérieusement? Oui, parce qu'en réalité, il faut plusieurs mois qu'on a parlé là. Il faut distinguer dans le cadre de la coopération fiscale internationale. Nous avons peut-être des rapports plus huilés avec certains pays, compte tenu du fait que les populations de part et d'autre s'installent un peu plus. Par exemple, nous avons des relations plus huilées avec la France, où l'administration fiscale française peut répondre plus facilement à nos requêtes qu'un pays comme la Suisse qui n'a pas assez de ressortissants ici. Dans le cadre des conventions fiscales que le Sénégal signe avec ces pays-là, très souvent les échanges d'informations permettent d'aller au bout. Maintenant, toujours est-il qu'il faudrait parce que nous ne pouvons pas nous baser sur la rumeur, nous ne pouvons pas nous baser sur des éléments comme ça pour faire un travail d'investigation. Nous avons un début de piste, et puisque la forclusion, heureusement, parfois est de 5 ans, ça nous permet d'avoir la latitude de pouvoir vérifier l'information, d'engager la procédure contradictoire. Mais sur toutes ces questions, la direction générale communiquera aux besoins. On va dire un mot sur la politique quand même, parce que vous avez cette casquette, vous êtes un cadre de l'Alliance pour la République. Passé le référendum dans la perspective des élections législatives de 2017, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, Mamboy Diao, je pense concernant le parti présidentiel et le président Macky Sall qui avait appelé le peuple à voter sa réforme? Je pense que de l'analyse du référendum, moi j'ai tiré 2 grandes leçons. La première, je l'ai expliqué lors d'une de mes sorties juste après les résultats. J'ai dit, en tout cas, le peuple sénégalais a montré une maturité qui apparemment dépasse celle des politiciens sénégalais, parce que le débat tel qu'il est conçu est parfois un débat au ras des pâquerettes. Par exemple, ce référendum posait des questions de gouvernance, un socle de réforme nouveau qui pouvait amener notre démocratie d'un seuil A à un seuil nouveau qui est plus bonifiant pour la sécurité juridique du pays et pour le renforcement des droits des citoyens et des devoirs, conséquemment. Mais on n'a pas essayé même de faire une comparaison entre la Constitution de 2001 et celle de 2016 qu'on vient des nouvelles réformes qu'on a faites. Malheureusement, le débat étant pollué par certaines questions relatives à, comment je vais le dire, à l'homosexualité, à ce mandat de 5 ans et tout, les citoyens sénégalais ont préféré parfois adopter une position de neutralité. Ça doit pouvoir permettre qu'on puisse analyser ça de façon lucide. L'autre aspect, c'est que l'humilité qu'il faut aux hommes politiques aujourd'hui pour être à la hauteur du citoyen sénégalais manque dans tous les cadres.
Donc faisons attention. Y compris au sein du parti présidentiel. Oui, c'est une analyse que je fais pour tous les hommes politiques de ce pays. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus humble pour avoir des démarches explicatives vis-à-vis des populations et avoir une approche de proximité qui permette qu'ensemble on partage les enjeux de développement, parce que c'est ça en réalité qui continue. Mais l'opposition veut nous mettre dans une position statique. C'est-à-dire que depuis que le président Macky Sall est venu au pouvoir, malheureusement, on ne lui a pas fait ce qu'on appelle l'état de grâce. Ah, il en a eu quand même, non? Non, il n'en a jamais eu, parce que dès les tout premiers mois de sa cohabitation avec certains de la majorité présidentielle, d'autres ont préféré partir. La preuve, sa coalition est restée presque intacte. Oui, mais maintenant, des flancs de sa coalition, l'essentiel des critiques viennent des flancs de sa propre coalition ou de personnes qui étaient là avec le président de la République lors du deuxième tour. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est que nous, en ce qui nous concerne, puisque les enjeux, c'est de pouvoir sécuriser ce qui est en train d'être fait en termes de développement dans le cadre du plan Sénégal émergent, du PUDC et des autres projets et programmes, ce qui est fondamental, c'est qu'on se remette au travail et qu'on se mette dans une démarche explicative, surtout en direction des populations, pour qu'on comprenne les enjeux de développement. Pour avoir la majorité à l'Assemblée en 2017. Oui, c'est possible. Merci, Mamboy Diao. Merci, c'était directeur des services fiscaux régionaux. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.